Aujourd'hui à l'émission, on entre dans l'univers d'une famille irakienne récemment immigrée à Laval grâce à un programme de parrainage. On part à la découverte de nouveaux endroits où vous procurez de beaux jouets et des idées cadeaux en vue du temps des fêtes. Et finalement, on vous fait découvrir la nouvelle image et la nouvelle association de l'équipe professionnelle féminine de hockey de Montréal avec le Canadien. Tout cela et bien plus encore en 27 minutes, top chrono. Salut tout le monde. Vous le savez, le Canada est l'un des meilleurs endroits au monde où trouver asile avec son 8e rang mondial. Le pays est aussi le seul à offrir un programme de parrainage privé par jumelage avec des résidents pour les réfugiés. Et c'est grâce à des associations comme Aidoun que la famille irakienne que nous vous présentons aujourd'hui a pu se réfugier ici à Laval. Voici le reportage de Rita Bogokian. Ce jeune Syrien, Abraham, est arrivé il y a maintenant 1 an. Il a vécu l'horreur pendant la guerre en Syrie. Capturé par les terroristes, il s'est retrouvé emprisonné et battu au milieu d'un petit village dévasté nommé Homs. Il a été interrogé durant des heures et torturé. Finalement, sans savoir pourquoi, il a été lâché et a ainsi pu rejoindre sa famille à Alep. Aidoun lui a prêté main forte à lui et sa famille pour leur venue au Canada. Les terroristes m'ont attrapé. Ils m'ont amené dans une maison où il y avait plusieurs chambres. J'attendais des cris de torture venant des chambres. Ils m'ont ordonné de m'asseoir. Ils ont commencé à m'interroger. Pendant que je répondais, ils me frappaient. Novembre 2015, c'est la levée de fonds pour Aidoun. Depuis sa création en 2007, il s'agit de l'organisme ayant aidé le plus de Syriens. Il les aide à s'installer, à s'intégrer, à se franciser et à trouver du travail à travers le programme de parrainage collectif. Un programme unique au monde, mais que les organismes doivent soutenir à eux seuls. Un travail qui est possible grâce aux nombreux bénévoles, une dynamique bien différente, selon la présidente Naïri. La grande différence, je dirais, c'est ça. Un gouvernement, c'est un système. Nous, c'est un petit organisme avec des personnes qui sont très personnellement engagées. Donc, chaque personne se préoccupe d'une autre personne. C'est ça la différence. Ayant trouvé refuge grâce à Aidoun en 2011, la famille de Garo Mesrob est venue s'établir au Québec, à Laval, où ils ont ouvert un restaurant. Un visage parmi tant d'autres victimes de la guerre d'Irak. Pour lui, pour sa femme Salpi, sa fille et ses 2 fils, le restaurant est toute leur vie. Le travail au resto, c'est important pour moi parce que je suis avec ma famille. Puis c'est sûr que le restaurant nous a aidés aussi à bien s'intégrer. On a connu vraiment beaucoup de monde par le restaurant. Puis c'est rendu quelque chose comme ma maison parce que à la maison, il n'y a personne. Il faut vraiment que je vienne au restaurant pour les voir. Alors c'est un autre contexte que juste travailler. J'avais 11 ans lorsque la guerre a commencé en Irak. Je me suis mariée à 21 ans et j'ai eu des enfants. Ils ont grandi et la guerre était toujours là. On vivait bien avant la guerre. Quand tout ça a commencé, l'économie s'est affaiblie. La sécurité a disparu. Pour protéger ma famille, j'ai décidé de quitter l'Irak. Aidoun a aidé plusieurs familles irakiennes à s'établir ici au Québec, et cela dès 2009. Il a parrainé au total 109 familles irakiennes, mais la crise a continué. La crise des Syriens a fait en sorte que nous avons dû commencer à parrainer aussi les Syriens. Nous avons parrainé plus de 800 familles syriennes, dont 800 personnes sont déjà à Montréal et nous attendons encore plus de 1500 personnes d'ici le mois de janvier 2016. Pour Salpi, Aidoun a joué un rôle important dès son arrivée et lui a permis de bien s'intégrer dans la société québécoise. Ils lui ont permis de bâtir un avenir malgré les difficultés qu'ils ont vécues. Aidoun nous a accueillis quand on est arrivé au Canada, nous a aidés à effectuer les papiers gouvernementaux et nous ont offert une maison pour quelques mois. Lesa a réussi à finir les cours de francisation auxquels Aidoun l'avait inscrite. Elle veut oublier son passé et elle rêve d'un avenir meilleur. J'ai fait mes études ici après que j'ai bâti une bonne base de langue.
Là, je vise vraiment de rester ici. Puis après avoir fini l'université, je me vois une travailleuse autonome en design. Pour Abraham, Haydoun lui a permis d'avoir une vie sécuritaire au Canada. Et il veut donner de retour à la société qui l'a accueilli. Je veux rentrer dans l'armée pour protéger la sécurité canadienne et pour que le calme dure. Ça ne fait pas longtemps que je suis ici, mais je sens déjà que le Canada est ma maison. La reconnaissance est si forte que Garo aide à son tour en organisant des soupers ou des déjeuners au restaurant pour l'organisme Haydoun. Durant 3 ans, j'ai offert des plats gratuits pour les réfugiés syriens venant à travers Haydoun. Pour Nahiri, les premiers contacts avec les réfugiés sont plus prudents. Il faut gagner leur confiance, mais la capacité et la volonté est toujours présente chez ces gens-là. À la fois, les Irakiens et les Syriens ont la même capacité d'adaptation, la même résilience. Je reviens sur ce mot-là parce que c'est vraiment très important. Parfois, c'est des gens qui avaient chez eux, qui étaient des chefs d'entreprise, qui avaient plusieurs maisons, qui avaient des personnes qui les aidaient dans leur maison, des personnes pour les servir et tout ça. Ils arrivent ici et ils sont obligés de vivre dans des conditions très précaires. Ils sont arrivés avec presque rien et ont tout bâti. Ils travaillent encore à améliorer leur français et ils le font de leur plein gré. L'avenir pour eux est prometteur malgré tout ce qu'ils ont vécu. Ils sourient à la vie. Les Irakiens sont les Syriens de demain. À l'heure où les questions sur l'islam et l'immigration sont au cœur de l'actualité, l'exposition itinérante québécoise, musulmane et après se tient au YMCA du centre-ville de Montréal. Ce photoreportage qui tente d'illustrer différentes facettes de la vie des musulmanes et musulmans québécois est le fruit d'un partenariat entre un organisme chrétien, le Centre Justice et Foi, et l'association musulmane La Voix des femmes. Notre reporter Wildinette Paul a récemment rencontré Frédéric Castel, spécialiste des minorités religieuses, afin de connaître l'impact qu'une telle initiative pourrait avoir sur notre société. Bonjour, M. Castel. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir accepté de nous rencontrer. Alors, aujourd'hui, la première question, on aimerait savoir qu'est-ce que vous pensez de l'exposition Musulmans québécois et après, qui expose différentes facettes de l'intégration des musulmans dans la société québécoise. Bien, c'est une excellente chose. Une exposition même, c'était attendu. Je dirais qu'on parle beaucoup des musulmans et des minorités religieuses dans les médias, beaucoup, souvent en termes négatifs à cause des débats sur le niqab, accommodement raisonnable et tout ça. Puis on perd de vue peut-être les personnes, les communautés dans le réel. Fait que ça donne accès à ces gens-là en termes d'image, en termes de dialogue, en termes avec l'échange même des personnes qui y vont. Donc, ça ne peut être que positif, là. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur l'état de la situation de l'intégration des musulmans dans la société québécoise? Bien, il faut comparer. Alors, on a un certain nombre de situations qui nous permettent d'être préoccupés. L'état du chômage qui est beaucoup trop élevé dans ce type d'immigration qui est très instruite. Le regard médiatique qui focus trop sur des questions d'accommodement raisonnable qui sont exagérément comptabilisées. Il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine. Mais comparé à l'Europe, l'immigration ici s'intègre beaucoup plus rapidement, compte tenu qu'on n'a pas le climat qu'il y a là-bas, il n'y a pas l'extrême droite qu'il y a là-bas, il y a moins de mouvements intégrés salafistes aussi, il n'y a pas de ghetto à Montréal, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui nous permettent de dire que l'intégration est quand même... on a lieu d'être optimiste, mais sur nos gardes, si vous voulez, que les choses se passent bien. Selon vous, M. Castel, quels sont les meilleurs moyens pour s'intégrer en tant que musulman dans la société québécoise? Le meilleur moyen, c'est assez évident, c'est le travail. Alors, on sait que les musulmans qui... Alors, c'est là où il y a l'immigration musulmane qui vient au Québec, au Canada. Elle n'a rien à voir avec celle qui va en Europe. Ici, c'est une élite universitaire qui vient des milieux urbains. Alors, le problème qu'il y a, c'est la reconnaissance des diplômes. Et donc, il faut pousser plus loin les actions pour faire reconnaître ces diplômes-là pour que les gens aient accès à l'emploi, premièrement, et deuxièmement, des emplois qui respectent leurs compétences ou leur champ disciplinaire. Alors, évidemment que la première objet de préoccupation, c'est l'intégration par le travail. S'il y a trop de gens qui chôment, imaginez ce que ça crée comme gens
sont dans la latence et le regard des jeunes sur leurs parents qui ne travaillent pas et toute la négativité qui peut en dérouler. À mon point de vue, c'est l'enjeu premier et principal. Pas le seul, mais le premier. Les tarifs journaliers pour se stationner au Centre universitaire de santé McGill de Montréal sont passés de 23 à 25 $. Cette hausse, jugée excessive, indispose de nombreux intervenants, notamment le Comité pour les usagers du CUSUM qui a déposé une plainte auprès du protecteur du citoyen. Pour Guillaume Hébert, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, il s'agit de frais cachés, déguisés, qui limitent l'accès aux soins de santé. Soudainement, le stationnement devient une espèce de composante autonome qui doit s'autofinancer. Ce qui est un peu absurde quand on y pense. Quand on va dans le stationnement de l'hôpital, je suppose que ça fait plutôt partie de l'hôpital, et quand on nous charge pour rentrer en stationnement, bien, finalement, on nous charge pour rentrer dans l'hôpital. Donc, ultimement, on a réussi de cette façon-là à contourner la loi canadienne. Restez à l'écoute car un peu plus tard à l'émission, on entre dans l'univers de l'équipe professionnelle féminine de hockey de Montréal et on découvre la disparité entre les traitements accordés aux hommes et aux femmes dans le hockey professionnel grâce à la joueuse Anne-Sophie Bété. L'univers de la photographie a bien changé au cours des 2 dernières décennies. Alors que la majorité des gens sont passés à l'ère numérique, les films traditionnels argentiques connaissent en fait un regain de popularité. Un peu partout dans le monde, incluant à Montréal, une niche s'est développée pour les méthodes de production plus anciennes. Un reportage de Félix Henry. C'est quand j'ai découvert l'argentique que j'ai complètement arrêté de faire du numérique et j'ai trouvé ça obsolète de m'acheter des caméras qui passaient date après à peu près 1 an, mais... Au cours des 6 dernières années, les ventes de films argentiques ont augmenté après avoir connu un déclin massif au tournant des années 2000. Après la faillite de certains géants, dont Polaroid, ce retour était inattendu. Ce sont des jeunes comme Emily qui maintiennent ce marché en vie aujourd'hui. Pour eux, la production manuelle, minutieuse, est beaucoup plus intéressante que l'instantanéité fournie par le numérique. Le monde va utiliser l'argentique peut-être pour des projets qui sont plus personnels, alors que le numérique, dans le fond, c'est très, très rapide. Je pense qu'il y a une volonté de peut-être ralentir un peu parce qu'on est tellement saturé d'images. Le coût de cette technique est plus élevé en raison de la rareté du matériel, mais pour Francis et Émilie, cela signifie que chaque photo est importante et possède une plus grande valeur. J'avais 24 photos parce que je faisais des 24 poses, des films, puis j'avais pas le choix. C'était, t'en as 24, puis chaque photo vaut de l'or. La qualité et la durabilité des vieux appareils permettent aux plus jeunes de pouvoir les utiliser. Leur présence en magasin ou même chez la famille explique en partie comment ces jeunes ont pu s'initier à cette pratique. C'était l'appareil que mon père avait acheté à ma mère en 1980. Puis j'ai hérité de ça. Et il y a aussi probablement un intérêt vers l'utilisation de vieux appareils qui sont encore très bons, qui sont sur le marché. Reste maintenant à savoir si les quelques compagnies qui fabriquent toujours du matériel pour la photo argentique et les films vont être en mesure de survivre avec cette niche encore longtemps. Félix Henry, à Montréal. Le temps des fêtes arrive à grands pas et amène avec lui la folie de la consommation. Les magasins à grande surface et les centres commerciaux sont déjà très achalandés, mais des alternatives à ces endroits existent pour les consommateurs et sont de plus en plus populaires. Les ateliers et boutiques de jouets artisanaux sont en vogue et de plus en plus présents. Notre journaliste Félix Henry est toutefois allé constater si leur situation est aussi rose que le temps des fêtes peut le laisser paraître. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du plastique. Ce matériau est omniprésent dans plusieurs facettes de notre vie, incluant dans la fabrication des jouets. De nos jours, donc, les jouets sont produits en grande quantité, traités comme des produits destinés à être consommés et jetés rapidement. Pourtant, Montréal regorge d'artisans et de boutiques qui tentent de se tailler une place dans cette niche. Marguerite Doré est propriétaire de la boutique La Grand'Ourse depuis déjà 15 ans. Elle se dédie à la vente de jouets artisanaux et locaux, son objectif étant d'offrir une réelle alternative aux jouets en plastique produits loin d'ici. J'avais beaucoup d'amis, avant que j'ouvre la boutique, beaucoup d'amis qui avaient des enfants et qui, pour avoir des beaux jouets en bois, importaient d'Europe. Mais où trouver ça dans Montréal? Il y en avait 3 dans tel magasin à tel coin de la ville, 2 dans l'autre magasin à l'autre coin de la ville, et c'était vraiment difficile à trouver. Selon elle, l'usage de matériaux naturels, surtout le bois, est très important. Non seulement ces matériaux sont plus durables, mais ils permettraient aux enfants de connaître un peu mieux la valeur de ce qu'ils ont entre les mains.
Donc, pour Marguerite Doré, le retour aux jouets de bois serait plutôt une chose normale. Et souvent, quand les gens me disent « Ah, c'est des anciens jouets », je dis non. Parce que c'est des jouets de bois, mais entre les anciens jouets et ces jouets de bois-là, il y a eu le plastique entre les deux. Et ça fait que maintenant, quand on achète un jouet de bois, c'est avec conscience, qu'on sait que c'est ça qui est bon pour l'enfant. David Lafrance travaille le bois. Artiste, peintre d'abord, sculpteur et artisan ensuite, il possède un atelier avec son frère Vincent, à l'intérieur duquel il fabrique, entre autres, des jouets en bois. Pour lui, les jouets en bois recyclés sont non seulement plus durables, mais aussi uniques. Ils ont donc le potentiel de devenir un peu plus que des simples jouets. Le matériel, le bois, son look, puis l'intention de créer quelque chose d'unique, puis signé. Le beam dans la rue qui traîne, de le nettoyer, puis que ça devienne un jouet, je trouve qu'il y a comme quelque chose de... Ça s'est rationalisé, tout ça, là, l'espèce de côté absurde de jeter un matériau qui est très malléable, hein, tu sais, je veux dire, ça... Un coup qui est nettoyé de ses clous, je veux dire, on le passe dans sableuse, on le nettoie, ça devient super permanent, puis on les peint, puis ça... Une entreprise basée sur ces principes est difficile à faire fonctionner, et ça, Étienne Desbiens-Després l'a bien vécu. Après une campagne de sociofinancement qui devait lui permettre de débuter son entreprise, la demande sera insuffisante pour pouvoir continuer. Leur concept, la production de peluches sur mesure basées sur les dessins d'enfants et fabriquées avec des matériaux recyclés et locaux, était pourtant intéressant. La non-réussite de son entreprise trouverait sa cause dans la difficulté de sensibiliser les clients potentiels à la valeur de ces objets, et ce, même au temps des fêtes. Si nos peluches sont dispendieuses, va falloir soit éduquer les gens qui n'ont pas tant d'argent pour s'en procurer à dire, ben regarde, au lieu d'acheter 10 jouets pendant l'année à 10 $ chaque, ben tu sais, prends ton argent puis achète-en une que tu vas pouvoir, que ton enfant va affectionner particulièrement puis avoir un rapport, tu sais, respectueux avec l'objet. Par contre, il serait difficile de faire le choix de vivre strictement de la fabrication de jouets. Les défis sont grands au sein du marché et pour David Lafrance, mettre de côté l'aspect artistique au profit d'une plus grande production n'en vaudrait pas la peine. On n'envisage pas vraiment de vivre de ça parce que ça serait pas mal moins le fun à faire. C'est un petit peu paradoxal, mais pour en vivre, il faudrait faire tellement de compromis que je me mettrais à ne plus aimer les jouets qu'on fait. Fait que je choisis entre les deux. Puis j'aime mieux continuer à aimer ça, puis faire autre chose pour gagner ma vie. Accorder une valeur et fixer un prix à un produit artisanal est très difficile à tous les niveaux de la chaîne. Si les artisans veulent en vivre, les prix à la vente deviennent trop élevés. Tous n'ont pas non plus la chance de pouvoir jongler entre leur occupation principale et la fabrication de jouets, comme David Lafrance. Très, très beaux artisans qui, au bout de la ligne, ont dû aller chercher du travail parce que ils n'arrivaient pas à... Puis même, c'est que les artisans demandent aussi un minimum vital. Mais ce minimum vital-là, quand il faut réparer la scie ronde ou la scie à ruban, ben c'est ça, c'est là que ça commence à craquer. Et surtout quand on est chef de famille, on doit arrêter pour une question de revenu. C'est pas une question de pas aimer le travail et puis pas vouloir faire des belles choses, c'est une question d'avoir un besoin d'un revenu. On couvre ces frais-là, puis après, faire tant d'argent. C'est la finalité, évidemment, c'est de faire de l'argent, mais c'est triste à dire, mais c'est ça, là. C'est comme, est-ce que le matin, tu sais, faut que je paye mon loyer, tout ça. Le matin, je me dis, je vais aller vendre des toutous, mais si faut que je me batte avec un marché qui est pas réceptif, puis au final, je sors avec un montant tout à fait dérisoire, ça vaut même pas la peine que je me lève ce matin-là, tu sais. Puis c'est ça que à partir de ce moment-là, on s'est dit, ben on va mettre la clé dans la porte parce que même si on atteint notre objectif le plus optimiste de vente, on fait pas tant d'argent que ça, tu sais. Pour le moment, rien ne laisse croire que la place de l'artisanat dans le marché du jouet augmentera. Toutefois, si l'engouement pour les produits locaux continue à s'étendre, peut-être un jour les artisans pourront-ils vivre de leur métier. Reportage de Félix Henry. Au sport maintenant. Vous le savez, ici, on ne parle que des Canadiens. Mais saviez-vous qu'il existe une deuxième équipe professionnelle de hockey à Montréal? Et celle-ci du côté féminin? Eh bien oui.
Anciennement connue sous le nom des Stars, l'équipe de la Ligue canadienne de hockey féminin vient tout juste de changer de nom après la signature d'un partenariat avec la Sainte-Flanelle. À une semaine du début de la saison, nous avons rencontré l'équipe lors d'un entraînement pour en savoir davantage sur leur nouvelle identité et les avantages de leur entente avec les Canadiens. Voici donc le reportage que je vous ai préparé. Bleu, blanc, rouge. Les couleurs restent les mêmes, le logo, lui, a bien changé. La franchise professionnelle montréalaise arbore un chandail qui ressemble à s'y méprendre à celui des Canadiens. Une fierté pour les joueuses qui peuvent désormais se concentrer uniquement sur l'essentiel. On n'a pas besoin de penser à ramasser de l'argent ou vendre des poules d'hockey. On a juste besoin de penser côté hockey. Puis la semaine, on se concentre sur notre job tous les jours. Puis le soir, on vient pratiquer ici 2 fois semaine. Les matchs, on part sur la route ou ici. Fait que on peut se coucher la tête, reposer le soir. Pour l'entraîneur, ce partenariat avec la Sainte-Flanelle apporte une plus grande visibilité pour ses joueuses. La priorité était de la reconnaissance. Puis je trouve qu'en étant associé avec le Canadien de Montréal, en portant le nom Les Canadiennes de Montréal, ils vont avoir l'opportunité d'avoir cette reconnaissance-là. Fait que pour moi, ça, c'était primordial. Du côté de la direction, on souhaite surtout attirer davantage de partisans, car aujourd'hui encore, l'équipe reste méconnue des Montréalais. En tant que les Canadiennes, on espère que le monde va savoir qu'on est ici, peuvent venir regarder les meilleures joueuses au monde qui ont scoré les buts à Sochi, à Vancouver. Il y a Poulin, il y a Wallet, il y a La Bonté. Alors, il y a vraiment comme les meilleures joueuses ici, puis ils viennent d'ici aussi. Alors, on a aussi une équipe qui est très montréalais en caractère, puis ils ont beaucoup de chimie, puis c'est vraiment une équipe le fun. Les Canadiennes de Montréal ouvriront donc officiellement leur saison ce samedi, ici même à l'Arena Étienne-Desmarteaux, face au Thunder de Brampton dans un programme double. Pourront-elles ramener la Coupe Clarkson à Montréal cette saison? C'est à suivre. Mais pour l'instant, l'organisation souhaite bien sûr que les gradins soient pleins pour l'ensemble de la saison. Ici Maxime Sarrazin, à l'Arena Étienne-Desmarteaux, pour l'Université de Montréal. Et justement, à l'occasion de ce nouveau départ pour l'équipe, nous rejoignons notre collègue Aurélien Denégri qui se trouve à l'Arena Étienne-Desmarteaux de Montréal, où s'entraîne l'équipe aujourd'hui. Aurélien, vous avez pu constater un fossé énorme entre le traitement réservé aux hommes et aux femmes dans le hockey professionnel, n'est-ce pas? Oui, en effet, pour ces joueuses, c'est une toute autre réalité que celle des vedettes de la LNH. Alors, elles évoluent certes au plus haut niveau possible chez les femmes, et certaines comme Caroline Ouellette ou Marie-Philippe Poulin ont remporté l'or avec Team Canada aux Jeux Olympiques et sont considérées professionnelles. Mais la comparaison s'arrête là, car si les hommes touchent des millions de dollars, eh bien ces femmes, elles ne sont tout simplement pas payées. Elles doivent donc pour la plupart jongler entre travail, famille et hockey. On a eu la chance de pouvoir suivre Anne-Sophie Bété, une des joueuses, pendant une journée. Et vous allez l'entendre, c'est pas toujours facile pour elle de jongler entre son travail de conseillère en gestion de patrimoine d'un côté et les entraînements et les matchs de l'autre. Je vous propose d'écouter un court extrait du reportage qu'on vous prépare pour le téléjournal de 22h. Quand tu es au hockey, tu ne penses pas à tes examens, tu ne penses pas au travail, tu ne penses pas à rien. Fait que pour moi, ça a été une libération, puis ça me donne mon équilibre. Parce que, tu sais, des fois, j'arrive le soir, puis je me dis, bon, qu'est-ce que je devrais faire avec tel dossier? Puis, tu sais, ma tête, elle tourne. En ayant le hockey, bien, ça me permet d'avoir ce petit break-là, si on veut, pour me permettre d'être quand même, d'avoir un esprit sain. Voilà pour ce court extrait. On vous donne donc rendez-vous tout à l'heure pour un reportage complet cette fois-ci. Merci beaucoup, Aurélien. Sport extrême maintenant. Connaissez-vous le wingsuit? Eh bien, cette discipline sportive est idéale pour les amateurs de sensations fortes. Toutefois, elle n'oblige pas seulement l'athlète à se jeter dans le vide, mais demande surtout de prévoir chacun de ses faits et gestes, en plus de compter sur une très grande préparation mentale. Un reportage de ma collègue Caroline Petit. Marc-André Denot détient 2 records mondiaux en wingsuit. Un en distance parcourue dans le ciel et l'autre en durée de planage. Ce sport très risqué implique une grande préparation physique comme mentale. Quand on va à 300-350 km/h, on n'a pas de moteur, là, on fait juste tomber avec notre corps dans une combinaison. Il faut absolument que le mental soit à 100%, il faut qu'on soit en forme. C'est tout un programme de nutrition, comment pour avoir plus d'énergie, pour être le plus focus, puis même d'être équilibré émotionnellement le plus possible. Cet équilibre émotionnel, Marc-André le trouve auprès de sa grand-mère. Pierrette a une confiance aveugle en son petit-fils et est très zen vis-à-vis du sport qu'il pratique. Moi, ce que je suis plus fière, c'est qu'il soit heureux dans ce sport extrême. J'ai pas peur. Moi, je le donne à Dieu. Et il m'a dit, Mémé, t'en fais pas. S'il m'arrive quelque chose, dis-toi que j'étais tellement heureux. Chaque année, on recense un trop grand nombre d'accidents. Toutefois, ce taux peut diminuer si les athlètes évaluent bien leurs capacités.
Le plus gros risque dans ce sport-là, c'est nous-mêmes, c'est les décisions qu'on va prendre. Il y a un risque dans ce sport-là, puis il y a un potentiel de peut-être se tuer, fait qu'on sait jamais. On accepte ce risque-là. Mais toutes les mauvaises expériences ne se terminent pas en drame. Il est parfois possible de rectifier le tir en plein vol. J'avais un bras pris dans ma combinaison. Là, j'allais comme à 300 km/h. J'ai perdu le contrôle, je suis parti en vrille totale. Mon réflexe, ça a été vraiment d'ouvrir ma combinaison, d'essayer de reprendre la position de botte. J'ai senti que ça s'était pris. Là, instinctivement, je me suis remis en boule. Puis là, finalement, ça s'est comme libéré. Les sentiments de liberté et d'aventure sont ce que Marc-André trouve le plus fort dans ce sport. Il est d'ailleurs sur le point de réaliser l'un de ses rêves, cette fois-ci en Utah. Caroline Petit, Université de Montréal. Restez à l'écoute car suivra dans quelques instants une excellente émission qui fera la lumière sur l'univers de la télé-réalité québécoise et vous présentera en exclusivité des femmes qui y ont participé dans les dernières années. Ce visage ne vous dit peut-être rien, et pourtant. Je m'appelle Geneviève, j'ai 26 ans, je suis barmaid à Montréal et avec moi le look va être rock'n'roll. Confiante, Geneviève n'a pas la langue dans sa poche et ne craint pas les coups durs. Les images de Love Story ont inondé vos écrans entre 2008 et 2009. Il n'y a pas que les stéréotypes qui sont accentués. Les producteurs jouent aussi sur les relations humaines. Oscillant entre coup de gueule et coup de cœur, ils savent très bien comment captiver les téléspectateurs. Geneviève en a fait l'expérience. Encore aujourd'hui, 8 ans après, lorsque l'on tape son nom dans un moteur de recherche, l'un des premiers résultats correspond à une dispute qu'elle a eue sous la douche et pour laquelle elle ne soupçonnait pas une telle ampleur. Voilà, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. C'était Maxime Sarrazin. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres et vous dis à la semaine prochaine pour une autre édition de Top Chrono. Au revoir.